Je vais donc donner la main à notre modératrice, le professeur Rokhaya Ndiaye Diakhaté, pour se présenter, pour introduire les deux présentateurs, les deux orateurs, à savoir le professeur Antoine Taldia et le docteur Samba Korsar. Et professeur Rokhaya Ndiaye Diallo organisera aussi les discussions qui suivront les deux présentations. Voilà, à vous, professeur. Merci beaucoup, Dr. Cissé. C'est pour moi un grand honneur d'être là présente aujourd'hui pour modérer cette session. Donc, je suis le professeur Rokhaya Ndiaye Diallo. Je suis pharmacienne de formation, actuellement chef du service de génétique humaine au sein de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, nous avons vraiment l'immense privilège aujourd'hui de recevoir notre maître, le professeur Anta Taldia, et notre collaborateur de tous les jours également, le docteur Samba Korsar, qui vont nous gratifier de deux présentations d'une durée d'environ 20 minutes chacune. Et entre les deux présentations, nous aurons une vidéo de 3 minutes sur le projet UI Africa Permed qui vous sera projeté. Donc, nous avons l'honneur d'introduire le professeur Anta Taldia, qui est médecin pédiatre de formation, professeur de santé publique de classe exceptionnelle. Elle capitalise près de 40 ans d'activité dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en nutrition, en santé de la mère et de l'enfant, en santé environnementale et sur les systèmes de santé. Elle a dirigé le service de médecine préventive et l'Institut de santé et de développement, l'école de santé publique, tous les deux implantés au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Elle est auteure et co-auteure de plus de 135 publications scientifiques. Elle est toujours active, bien qu'étant à la retraite. Elle est, entre autres, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO et présidente du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Donc, professeur, notre maître, nous vous donnons la parole pour nous faire votre présentation sur les défis éthiques en médecine personnalisée. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Ndiaye Diallo. Donc, chers participants à ce webinaire, vous me permettrez d'abord de remercier le consortium Europe-Afrique Permed de me donner l'opportunité de partager avec vous ce matin des réflexions sur les défis éthiques liés à la médecine personnalisée. Je préfère faire le partage moi-même. Est-ce que c'est possible, Haïti? Oui, c'est possible. Vous avez la main. Vous pouvez partager votre écran. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Voilà. Et je le mets en... Voilà. Merci beaucoup. Donc, ces défis... Professeur, ce n'est pas encore partagé. Ah, ce n'est pas partagé? Pas encore. Ce n'est pas encore partagé. Donc, j'ai mis partager l'écran. J'ai cliqué sur partager l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique sur le... Oui, partager. Vous cliquez sur partager les onglets et vous choisissez votre présentation. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous n'avez pas encore la présentation? En fait, je pense que vous n'avez pas choisi le fichier à partager. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, bon. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez le mettre en diaporama. Voilà. Voilà. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais partager vous. Avant cela, maintenant, nous allons nous entendre sur les définitions et les concepts qui concernent la médecine personnalisée. Donc, cette médecine personnalisée, il y a plusieurs définitions possibles, plusieurs interprétations. J'ai choisi celle-ci. Elle se caractérise par l'utilisation de données issues principalement de la génomique, les différentes omics, la pharmacoprotéomique, mais également de la clinique et de l'environnement spécifique de chaque patient. Et ceci, c'est afin de choisir des thérapies taillées sur mesure pour ce patient particulier. Donc, son but, c'est de sélectionner les traitements les plus adaptés à chaque patient dans l'objectif d'avoir plus d'efficacité et plus d'efficience dans le traitement, mais aussi de réduire au maximum le risque d'effets secondaires. On retrouve également d'autres termes synonymes à cette médecine personnalisée. Parfois, on entend parler de médecine de précision, qui est un synonyme, de médecine stratifiée, qui ajoute quelque chose de plus. Parce qu'en fait, dans cette médecine de précision, on catégorise les individus et les patients en différents groupes biologiques et génétiques. Est-ce que c'est un concept novateur? Certes, on peut concevoir que c'est un concept novateur dans le sens où l'expression médecine personnalisée est apparue en 1999, mais on peut considérer que c'est toujours dans le continuum qui cherche à établir une union entre la science et la médecine, tel que ça a été fait auparavant dans la physiologie. Quand Harvey a mis en évidence la mécanique de la circulation cardiaque, de l'anatomie également, quand on a pu faire des expériences afin de découvrir l'anatomopathologie des maladies, mais également la biologie moléculaire et même l'évidence-based médecine. Donc, c'est toujours ce continuum qui est établi depuis très longtemps, qui cherche à établir une union entre la science et la médecine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon tout à fait, disons, pratique? Ça veut dire que des patients peuvent avoir un diagnostic proche, mais un traitement différent. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a une certaine spécificité biologique qui fait que nous ne réagissons pas tous de la même manière face à une pathologie ou à un traitement. La deuxième spécificité, elle est d'ordre biologique, d'ordre moléculaire, parce que la pathologie elle-même peut s'exprimer de manière très différente d'un patient à un autre. Donc, cette spécificité moléculaire, elle est identifiée par des tests diagnostiques assez sophistiqués, tels qu'on le voit dans les tests compagnons en oncologie. Et le troisième élément, c'est le style de vie. Donc, les styles de vie et les préférences du patient qui entrent également de plus en plus en ligne de compte. Donc, cela joue avant tout pour les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Et dans ces types de maladies, l'autonomie du patient dans la gestion de sa maladie est de plus en plus au cœur des préoccupations. Donc, ça également entre en ligne dans le concept de médecine personnalisée. Quels sont les domaines d'application de cette médecine personnalisée? C'est très vaste. Depuis le diagnostic, tout le suivi du traitement, d'abord la définition des risques face à cette maladie grâce à la médecine personnalisée et la prévention qu'il faut en faire, la reconnaissance précoce des maladies, des diagnostics de précision centrés sur la maladie elle-même, un traitement ciblé sur la maladie, le choix des médicaments adéquats, mais aussi le pronostic et le diagnostic d'évolution qui accompagne le traitement, la prévention des rechutes. Donc, il y a de nombreux facteurs et des interactions avec les systèmes biologiques héréditaires, les dynamiques des maladies, etc., qui fait qu'il faut avoir une approche globale, même dans cette application.
Dans les relations entre l'éthique et la médecine personnalisée. Donc, l'enjeu de la médecine personnalisée, c'est de prescrire un traitement qui est non seulement efficace, avec peu d'effets secondaires, mais qui est accepté et effectivement pris par le patient, car ce traitement sera en accord avec son style de vie et son système de valeurs. Donc, il y a aussi des aspects éthiques à prendre en compte dans cette démarche, mais aussi des aspects légaux et sociaux qui découlent de cette éthique. Donc, c'est ce que les Anglais appellent ELSI, Ethical, Legal and Social Issues. Donc, c'est aussi pris en compte en anglais. Les aspects éthiques, légaux et sociaux de la médecine personnalisée. Donc, les principes fondamentaux de l'éthique étant le respect des personnes, de leur dignité, de leur humanité, la bienfaisance, c'est-à-dire que les actions qu'on doit faire en termes de prise en charge doivent être des actions en vue du bien-être pour autrui, la justice avec de l'équité, l'utilité de l'action, la proportionnalité, c'est-à-dire une cohérence entre les moyens et les finalités, la solidarité, avec une attention particulière aux groupes vulnérables, la réciprocité, une attention particulière à ce qui contribue à l'action et enfin, mais pas des moindres, la confidentialité des données avec le respect de la vie privée. Donc, vu cette définition de la médecine personnalisée et les principes fondamentaux de l'éthique, il apparaît qu'une réflexion est nécessaire sur ces aspects éthiques dans l'application de la médecine personnalisée. Donc, quels sont les défis éthiques de la médecine personnalisée? Cette médecine personnalisée semble représenter la réalisation du rêve qu'on a toujours fait, d'une médecine qui sera efficace, fiable et scientifique. Elle apparaît aussi réussir une alliance entre la science pure et dure et la médecine. Mais malgré tout, de nombreux défis éthiques sont associés à la démarche de la médecine personnalisée et peuvent venir refroidir l'enthousiasme pour cette grande réussite. Donc, la plupart de ces défis éthiques sont connus et le plus souvent associés à ceux qu'on appelle communément les omiques, en particulier la génomique, la pharmacogénomique, la pharmacoprotéomique, etc. Mais il y en a d'autres, cependant, qui sont inhérents à la médecine personnalisée elle-même. Donc, nous allons traiter ces deux types de défis en commençant les premiers que nous avons mentionnés, c'est-à-dire les défis éthiques qui sont liés à la génomique et qui sont en général connus. Le premier de ces défis éthiques est lié au consentement. Donc, ce consentement, il doit être libre, il doit être éclairé. Je ne reviens pas en profondeur sur ce que ça veut dire. Donc, éclairer la personne qui est soumise à ces tests, à ces recherches, doit avoir des informations précises sur le déroulement de ces tests, de ces recherches, les avantages, les inconvénients, les éventuels effets secondaires. Et ce consentement doit être libre. Le patient ne doit pas subir de pression pour accepter de se, disons, soumettre à ces recherches, à ces tests. Donc, dans ce cadre-là, les questions éthiques qui se posent sont: est-ce que ces patients devront signer un formulaire de consentement spécifique pour ces tests? Est-ce que l'échantillon qui sera fourni pour faire ces tests pourra servir à d'autres recherches ultérieures, même si c'est dans le même domaine, sans requérir encore le consentement du patient? Est-ce qu'un échantillon fourni dans le cadre des soins, les soins usuels, quelqu'un qui va
dans une structure de santé pour un soin, hein, et qui fournit un échantillon, est-ce que cet échantillon pourra être utilisé dans le cadre d'une recherche sans demander le consentement du patient? Et de même, est-ce qu'on va aller fouiller dans les archives, hein, dans le cadre d'une recherche, hein, sans demander le consentement du patient? Donc ça, c'est un problème crucial, hein, en éthique. Et également, une fois que ce prélèvement est fait, comment conserver ces données génétiques? En général, c'est ce qu'on appelle les banques de données. En anglais, le biobanking, c'est rentré dans le langage usuel. Qui va conserver ces données? Qui aura accès à ces données? Donc ça aussi, c'est un défi éthique sur lequel il va falloir réfléchir en matière de médecine personnalisée. La question de la propriété intellectuelle, c'est l'ensemble de ces données. Qui va en assurer la propriété? Est-ce que c'est ceux qui ont prélevé, comme ça se voit dans nos pays, hein? Nous sommes en général, disons, nous recueillons beaucoup de données, étant donné ici les limites qui sont liées au plateau technique, nous les envoyons dans d'autres pays qui ont un plateau technique beaucoup plus relevé. Comment va se traiter la question de la propriété intellectuelle de l'ensemble de ces données? Donc, dans le cas aussi de ce qu'on appelle l'utilisation des biodata aussi, ça se pose. Hein? Comment ça se gère la question de la propriété intellectuelle? Ces données qui appartiennent à des individus, comment est-ce qu'on va gérer la propriété intellectuelle par rapport à un institut ou bien à un laboratoire qui voudrait utiliser ces données? Le problème aussi de la nécessité d'échanger l'information génétique contenue dans les banques de données entre les chercheurs eux-mêmes et les chercheurs et les cliniciens. Donc ça, c'est des problèmes hautement éthiques qui se posent en général, de façon générale, hein, dans la médecine personnalisée. Autre défi éthique, c'est la confidentialité des données et le respect de la vie privée dans l'utilisation des données génétiques. Donc, la pharmacogénomique fournit de l'information sur la réaction d'un individu à un médicament donné, sur le pronostic de la maladie chez lui, mais aussi sa progéniture. Donc, l'accès à ces informations doit être soigneusement gardé. On ne doit y accéder que ceux qui ont l'obligation d'y accéder et qui ont signé des clauses de confidentialité pour accéder à ces informations. Un autre aspect aussi de respect de la vie privée, c'est que le patient, il a le droit de vouloir connaître son statut et de ne pas vouloir connaître son statut. Parfois, l'annonce des résultats peut avoir un effet négatif, hein, sur ce patient. Donc, ce patient a besoin de soutien, aussi bien pour l'annonce des résultats, mais aussi pour assurer la gestion responsable de ces données génétiques. Quelle est la signification réelle du résultat d'un test génétique? Parce qu'un test génétique, ça indique toujours un risque qui peut être gradué. Ce risque peut aller de, disons, 10% à 99%. Et un risque, c'est toujours une probabilité. Ça ne veut pas dire que ça va survenir à 100%. Donc, ce patient, il a besoin de soutien pour connaître la signification réelle du résultat d'un test génétique, qui indique seulement un possible risque de développer une maladie et qui doit insister sur l'importance de la prévention. Le groupe d'éthique qui sont liés à la génomique, c'est les tests génétiques. Donc, les tests génétiques sont, je peux dire sans exagérer, presque à la base de la médecine personnalisée. Donc, ça peut être des tests à visée diagnostique, des tests prédictifs, des tests qu'on fait sur des porteurs, hein, de gènes,
particulier, le diagnostic prénatal. Donc, le problème qui se pose, c'est la qualité de ces tests d'abord. Quel est leur degré de fiabilité? Donc, c'est disons, une science qui est novatrice, qui vient d'émerger. Est-ce que ce test détecte-t-il ce qu'il est censé détecter réellement? Est-ce que ce test, donc ça c'est la fiabilité du test, est-ce que le test identifie-t-il correctement les personnes qui sont atteintes de la maladie sans sensibilité et celles qui ne le sont pas, sa spécificité, etc., etc. Donc, il faut que ce texte soit vraiment de qualité pour qu'on puisse se fier à ce texte-là. Quelle peut être également l'utilité de ce test? Est-ce que réellement ce test améliore les résultats pour le patient? Donc ça, disons, en éthique, ça c'est du degré de l'utilité, de la proportionnalité, de la bienfaisance, etc., et de la responsabilité. Parfois, les tests sont disponibles avant même que le traitement efficace ou bien que les schémas de prévention ne soient disponibles. Alors, quelle est l'utilité de dépister une maladie si les traitements efficaces ne sont pas disponibles et si on n'est pas très sûr des mesures, des stratégies de prévention? Donc, on assiste de plus en plus à la commercialisation directe des tests dits récréatifs, donc on vend sur Internet pour dépister ceci ou cela. Quelle est vraiment l'utilité de cela? Ensuite, un autre élément, c'est la puissance de la haute technologie qu'il faut absolument contrôler et surveiller. Donc, on peut faire des dépistages, essayer d'avoir des bébés sur mesure, qui n'ont pas telle pathologie ou bien qui ont tel trait par rapport aux cheveux, à la couleur des yeux, etc. De même, le clonage reproductif aussi. Donc, à surveiller, à mettre sur contrôle. Ensuite, on peut se poser la question de l'utilité et de l'utilisation pour les maladies qui ne sont pas monogéniques, mais qui sont plutôt polygéniques et multifactorielles. Pour ces types de maladies, que faire des résultats des tests? Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés à la génomique, mais comme nous l'avons dit, plusieurs défis éthiques de la médecine personnalisée ont aussi une incidence sociale et ou légale. C'est ainsi que l'accès équitable à la médecine personnalisée représente un problème éthique de taille, surtout au sein des systèmes de santé publique avec peu de ressources telles les nôtres. Est-ce que nous pouvons nous engager dans cette médecine personnalisée alors que nous n'avons peu de ressources pour traiter les problèmes de santé publique les plus basiques? Est-ce que cette médecine personnalisée serait accessible à la majorité de la population? Un autre problème, c'est le fait que les médicaments développés, oui, être disponibles pour tous les patients, ça peut aussi représenter une faille dans l'égalité de cette méthode et un problème éthique en soi. De même, l'offre d'un médicament issu de la médecine personnalisée peut poser problème, surtout si le patient refuse, parce qu'il a le droit de dire « je n'ai pas envie de subir un test pharmacogénomique, mais je désire avoir accès à tel médicament qui est issu de la pharmacogénomique ». Est-ce qu'on peut lui refuser cette demande? Donc, cette médecine aussi doit démontrer qu'elle est juste pour tous, même si à la base, elle implique une catégorisation des individus en fonction de leurs marqueurs génétiques. Donc, dans certaines maladies, nous avons des marqueurs génétiques tels que le cancer du sein. Il y a des individus qui ont une réaction positive ou non à un médicament, ou bien à une maladie, ou même ni au médicament, ni à la maladie. Donc, c'est une catégorisation qui doit, disons, implique même une certaine inégalité. Cette catégorisation crée de nouvelles inégalités, telles que le risque de stigmatisation d'une population qui a certaines caractéristiques génétiques. Certains groupes peuvent avoir un accès réduit à de nouvelles thérapies selon leur génétique.
et d'autres coûts pourraient être jugés de taille trop petite par les compagnies pharmaceutiques qui ne jugent pas nécessaire de développer des médicaments adaptés à cette population, créant ainsi non plus des maladies orphelines, mais des populations entières orphelines. De même, l'utilisation de médicaments spécifiques pour une communauté culturelle pourrait ainsi renforcer la notion biologique de race et conduire au racisme. Et comme nous le sous-entendons, le développement des nouvelles technologies basées sur la génomique et conduisant à la médecine personnalisée risque encore une fois de plus de se réaliser uniquement dans les pays industrialisés, renforçant ainsi la disparité bien connue entre pays riches et pays en développement pour l'accès aux soins de santé et aux médicaments. C'est ainsi que, dans les perspectives de la médecine personnalisée, il y a nécessité d'un partenariat scientifique, technique et financier tel que nous le retrouvons dans ce consortium Europe-Afrique pour la médecine personnalisée, pour éviter la disparité entre les pays riches et les pays en développement en ce qui concerne l'accès à la médecine personnalisée. Il faut également évaluer le rapport coût-efficacité de cette médecine personnalisée, surtout qu'elle n'est pas encore concrètement implantée en clinique. Donc, renforcer la formation en génétique des médecins. Donc, nous, dans notre formation de médecine, il faut absolument, pour ne pas être pris de court et rester en rade, changer les curricula de formation des médecins et renforcer la formation en génétique. Donc, sur le plan de la recherche également, des efforts devront être consacrés à l'identification et à la validation des marqueurs génétiques utilisés en médecine personnalisée, ainsi qu'au développement d'outils informatiques et statistiques pour analyser les résultats de ces mêmes tests au plan individuel. Donc, nous savons tous que la plupart des éléments que nous avons, des informations, viennent de ces big data qui nécessitent des outils informatiques puissants. Et parfois, on fait du data mining pour avoir également ces résultats sur le plan individuel. Donc, ici au Sénégal, on a la chance d'avoir, disons, cet équipement au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio, en espérant que nous aurons accès à ces puissants outils informatiques et statistiques. En conclusion, on peut dire que l'implantation de la médecine personnalisée enrichit considérablement la médecine en ciblant les interventions médicales pour chaque patient, en diminuant les effets néfastes des médicaments et en développant l'idée de la prévention. Mais elle ne peut pas prétendre éliminer l'incertitude inhérente à la médecine. Si elle fournit de nouvelles données scientifiques, la médecine personnalisée n'évacue pas le fait qu'un facteur de risque, donc reste toujours un risque. Donc, avec ou sans évidence scientifique, le médecin doit porter un jugement clinique. De plus, l'évaluation éthique de la médecine personnalisée doit dépasser les grands enjeux éthiques connus et identifiés depuis le décryptage du génome humain. Donc, il importe de se questionner sur la place du patient, ainsi que sur le rôle du médecin au cours de cette nouvelle incertitude. Donc, pour faire cette présentation, j'ai consulté ces documents, celui d'Abraham et John Malley. Je vous remercie de votre attention. Donc, j'en ai fini, Madame la modératrice. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, vous nous avez gratifié d'une présentation d'excellente qualité, très riche, et surtout qui a mis sur la table les différentes questions éthiques qui sont posées en matière de médecine personnelle. À savoir tout ce qui est relatif aux aspects éthiques et légaux au niveau, et aux aspects éthiques, légaux et sociaux
qui sont les points clés dont il faut tenir compte dans ces différents défis. Vous avez parlé de la génomique, des aspects éthiques liés à la génomique, en particulier quand une étude génomique doit être mise en œuvre, il faut avoir un consentement libre et éclairé. Ce consentement qui va permettre d'utiliser les informations individuelles ou personnelles des participants, mais surtout qui va permettre d'utiliser les données génomiques. Ces données génomiques sont des données très sensibles qui doivent être stockées dans des endroits particuliers et qui ne peuvent pas être accessibles à n'importe où. Donc, ce sont des points extrêmement importants qui vont certainement être rediscutés tout à l'heure dans la séance de questions-réponses. En tout cas, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant vous projeter une vidéo sur le projet Afrique Permet, qui dure environ 33 minutes en français. La version anglaise est disponible au niveau du chat pour ceux qui veulent avoir la version. Donc, vous voudrez bien donc voir cette vidéo qui vous sera présentée incessamment. La direction technique, vous pouvez faire passer la vidéo. Les nouveaux défis en matière de santé exigent des changements dans la façon dont la recherche et l'innovation en santé sont effectuées. Aujourd'hui, l'Afrique fait face au double fardeau des maladies infectieuses et non transmissibles, en même temps qu'elle héberge la plus grande diversité génétique au monde. Par conséquent, la contribution de l'Afrique à l'agenda mondial de la recherche en médecine personnalisée est essentielle. La médecine personnalisée utilise différents types de données de santé et liées au mode de vie, y compris des données génétiques pour développer des solutions sur mesure pour des individus ou des groupes de personnes. Ceci comprend des stratégies de prévention, du diagnostic plus précis pour une prise en charge individualisée qui permet une amélioration de l'état de santé et une réduction des effets secondaires. La médecine personnalisée n'est pas spécifique à une maladie. L'Afrique intègre déjà des stratégies de médecine personnalisée, par exemple pour la drépanocytose. Des programmes pilotes montrent la réduction de la morbidité grâce à des investissements dans les infrastructures et des programmes de soins. Le projet EU Africa Permed vise à renforcer la collaboration entre l'Afrique et l'Europe dans la recherche en médecine personnalisée et à intégrer les acteurs africains dans le consortium international pour la médecine personnalisée. 13 partenaires d'Afrique et d'Europe travaillent ensemble pour cartographier le paysage de la médecine personnalisée en Afrique, identifier les défis et les opportunités, définir des domaines de recherche et d'intérêt commun, mener des activités de formation et de renforcement des capacités et interagir avec des initiatives existantes. Ensemble, nous amènerons la médecine personnalisée à l'étage supérieur. EU Africa Permed préparera le terrain avec les parties prenantes africaines pour faciliter les collaborations en Afrique et pour identifier, favoriser et promouvoir les opportunités de coopération entre l'Afrique et l'Europe afin de permettre à tous de vivre en bonne santé à tout âge. La médecine personnalisée est un moyen de placer les ressources là où elles comptent le plus. Donc voilà, cette vidéo, je pense, est très instructive. Elle permet de mieux comprendre le concept de médecine personnalisée et les différents enjeux. Nous allons maintenant passer la parole à notre deuxième intervenant, le Dr Samba Korsa. Avant cela, nous le présenter, le Dr Sarr est le chef de la division recherche au ministère de la Santé. Il est entre autres spécialiste en santé publique, en économie de la santé, en éthique des essais cliniques. Il capitalise près de 20 ans d'activité dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de l'éthique. Il est acteur clé dans la production de tous les textes relatifs à la régulation de la recherche depuis l'année 2004.
Donc, sa présentation portera sur les défis réglementaires liés à la médecine personnalisée en Afrique. Dr Sarr, vous avez la parole. Merci beaucoup. Dr Sarr, nous ne vous entendons pas bien. La dynamique d'implémentation de la médecine personnalisée. Et je vais changer d'emplacement. Excusez-moi, je vais changer d'emplacement. From where I'm seated. Okay. OK, est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes, it's much better. OK, thank you very much. Alors, Okay. donc, je dis que je So remercie I was saying that I beaucoup would like to thank les participants à the participants to this et même les initiateurs aussi de ce webinaire qui marque en tout cas un engagement de nos acteurs à s'impliquer dans l'implémentation de la médecine personnalisée. Je vais donc partager mon écran. Donc, je suis invité à intervenir sur les défis de régulation liés à la médecine personnalisée en Afrique. Après donc la brillante intervention de notre professeur Taldia sur les défis éthiques, nous allons rapidement partager avec vous quelques aspects liés à la régulation. Et dans ce processus-là, donc la médecine personnalisée reste un modèle médical qui propose donc de personnaliser les décisions, les pratiques, mais aussi les traitements médicaux, comme l'a si bien rappelé professeur Taldia. Mais pour que la recherche en médecine personnalisée progresse, il est important effectivement de faire appel à de nouvelles technologies qui doivent être traduites ou adaptées par rapport aux médicaments que nous utilisons ou les thérapies de façon globale suffisamment approuvées. Mais quels sont les avantages qu'on peut avoir aujourd'hui de ce type de médecine? C'est surtout dans le cadre en Afrique, cette nouvelle médecine va booster probablement la recherche, particulièrement les essais cliniques, parce qu'il y a encore beaucoup de défis à relever pour pouvoir en faire un usage utile pour la société. Et aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la science, nous avons de plus en plus des problématiques médicales qui nécessitent des investigations beaucoup plus poussées pour pouvoir y répondre. Particulièrement l'utilisation de biomarqueurs qui est aujourd'hui au cœur de la médecine personnalisée nécessite des processus de validation qui feront donc appel à non seulement à des essais cliniques, donc où on aura à prendre des dispositions réglementaires, des dispositions éthiques pour pouvoir véritablement les encadrer. C'est également un type de médecine qui va aider à développer des tests diagnostiques qui pourront non seulement identifier de façon plus précise ce qu'on appelle un peu les
des répondeurs à des médicaments et des non-répondeurs, c'est également la possibilité de pouvoir stratifier ce que l'on appelle ici les patients, les populations sur la base tout simplement de profils génétiques suffisamment bien identifiés. Ça aide aussi aux médecins de bien choisir la dose appropriée, mais aussi le médicament adapté à chaque personne. Alors, le fait aujourd'hui donc de connaître la médecine personnalisée comme une approche de prise en charge de la maladie, cela fait que la génétique devient de moins en moins chère, mais de plus en plus sophistiquée. La génétique est maintenant de plus en plus utilisée à des fins médicales comme non médicales. Et nous avons aujourd'hui de larges gammes de technologies utilisant justement cette approche de la génomique ou pharmacogénomique. C'est les tests génétiques, c'est le séquençage du génome entier, l'édition de gènes, etc. D'où une disponibilité et une accessibilité croissante de la technologie omique ou des technologies omiques et une prolifération de l'information génétique dans la société. Pour prévenir maintenant les abus, la discrimination, une mauvaise application de la médecine personnalisée en général, il est important de travailler sur la régulation. Et pour cela, cette régulation devrait permettre de créer des relations de confiance entre le public et les acteurs ou les scientifiques qui s'investissent dans la science génétique et l'utilisation des nouvelles technologies. Il est aussi important dans la régulation de tenir compte du fait que si nous corsons trop la réglementation, on peut s'attendre à ce que les investisseurs dans ce domaine se détournent vers d'autres pays. Et cela est extrêmement important. C'est pourquoi d'ailleurs la loi sur les organismes génétiquement modifiés a été revue parce que tel que c'était élaboré, c'était une loi qui faisait que certaines recherches étaient presque interdites au Sénégal. Et ça réduisait le champ d'investissement par rapport à la recherche. Et dans le cadre du processus d'évolution, il est important de créer des conditions pour que cette recherche puisse se développer au même moment que les autres dans le cadre de notre espace, ici même en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt croissant pour la génétique humaine, pour une meilleure utilisation de certaines thérapies contre plusieurs pathologies, comme le cancer, la drépanocytose, certaines maladies génétiques. Et en Afrique, nous constatons effectivement qu'on est à la traîne par rapport à ces investigations-là. Et à ce niveau-là, il y a lieu de travailler pour que l'on puisse créer un espace attractif, mais que le travail puisse se faire dans le respect de la réglementation. Et là, certaines organisations au niveau régional sont en train de travailler pour l'élaboration de guidelines qui aident les pays à mieux sécuriser cette forme de recherche dans le cadre de leur pays. Et dans les limites observées dans le cadre aujourd'hui en Afrique, je pense que le professeur Anta Taldia a déjà abordé quelques aspects, mais ici, on y ajoute le système de santé qui est désuet et inadapté, le manque d'infrastructures et d'équipements, la rareté des spécialistes qualifiés, l'expérience limitée, les collaborations régionales à minima,
les organes de réglementation et de comité d'éthique doivent être mis à niveau. Et pour ça, il est important d'investir et de s'appuyer sur les efforts de recherche actuellement en matière de médecine personnalisée. Et d'ailleurs, des projets de recherche portant sur la médecine personnalisée, donc créant les conditions pour une maîtrise de la dynamique d'orientation qui permet justement de créer une des projets sur la médecine personnalisée. Nous avons également à pour générer et utiliser des données que nous enregistrons portent sur ça, développer les compétences locales et localement et puiser dans les rares ressources humaines que nous avons, mais qu'on puisse mettre à niveau les organes de régulation, les agents de régulation, mais aussi les comités d'éthique, développer une éducation citoyenne pour effectivement demain pouvoir encadrer ce que l'on appelle aujourd'hui les activistes. Les activistes dans le secteur de la santé doivent être gérés. Sinon, eh bien, ils peuvent ralentir dans notre pays parce que véhiculant parfois de fausses rumeurs ou des informations qui risquent de bloquer le travail dans notre pays ou dans nos pays. Et là, l'exemple de GenDrive qui a planté en Afrique est un exemple illustratif. Et les obstacles aussi par rapport à ça, je pense que j'en ai déjà parlé, il y a le défaut d'améliorer. Nous avons aussi l'absence de textes juridiques spécifiques, parce que nous avons des textes au plan global, mais des textes spécifiques expliquant le rôle des organes de régulation dans la mise en œuvre de la médecine personnalisée. On n'en a pas. Sensibiliser, communiquer les bénéfices de la médecine personnalisée, sur les bénéfices de la médecine personnalisée, mais aussi renforcer l'industrie pharmaceutique qui est véritablement locale, hein, qui est véritablement absente ou parfois même réticente à s'adapter aux besoins de l'Afrique. Nous avons des défauts de concertation, la prise en charge des dépenses de santé, l'absence d'un réseau dynamique, des intérêts croissants qui de plus en plus, en tout cas, s'intéressent sur les bases de données génétiques pour des raisons financières, risque aussi de sous-classes génétiques et de stigmatisation, parlant parfois d'individus génétiquement indésirables ou non rentables, ou même improductifs, n'est-ce pas? Tous ces aspects-là peuvent effectivement être des éléments à prendre en compte dans le processus. Et il y a dans cette dynamique-là maintenant la nécessité d'une définition consensuelle de ce qu'est une information génétique, qui est habilité comme investigateur ou prestataire de soins dans le cadre de la médecine personnalisée, une meilleure protection des bases de données dans le cadre justement de la recherche. Et pour cela, nous avons déjà un existant. Nous avons un comité national d'éthique, c'est une base. Nous avons le comité national de protection des personnes. Nous avons le comité national de biosécurité. Nous avons l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Nous avons le comité consultatif sur la réglementation et la régulation de la recherche des médicaments et autres produits de santé. Nous avons au niveau régional le WANEC, c'est donc un réseau des comités d'éthique de la recherche. Nous avons le réseau des comités d'éthique francophones en santé. Nous avons AVAREF, nous avons CDC Africa. Et au niveau, en termes de soutien,
nous avons l'OAS, le NEPAD, le partenariat de WAC. Nous avons aujourd'hui, nous sommes en train d'aider à une gestion optimale du volet recherche en médecine personnalisée et l'homologation des médicaments. Du côté, par exemple, de la DPM, il y a aujourd'hui un travail qui est en train d'être fait pour travailler sur 2 séquences. Soit un dépôt parallèle, par exemple, les chercheurs qui souhaiteraient travailler sur la médecine personnalisée, ils peuvent déposer en même temps au comité d'éthique et au comité et à l'agence, mais l'examen, chaque entité va examiner en concertation, bien sûr, avec l'autre entité. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'ARP qui va être maintenant autorisée à être la seule entité à donner des autorisations de recherche, autorisations administratives de recherche, ne peut le faire qu'avec un avis favorable du comité d'éthique. Il peut y avoir aussi un dépôt séquentiel. Le dépôt peut être fait d'abord au niveau du comité national d'éthique qui statue et donne ses résultats à l'agence et l'agence prend la décision finale. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que notre pays est obligé de travailler à créer des conditions optimales pour pouvoir répondre aux nouveaux défis scientifiques. Sinon, on risque d'avoir des difficultés d'agrément pour la production de vaccins. Et là, dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, il faut que l'Agence nationale de réglementation soit hissée à un niveau de maturité 3. Et aujourd'hui, en Afrique, seuls 3 pays ont atteint ce niveau de maturité 3. Donc, les défis actuels pour la réglementation, c'est justement d'atteindre ce niveau de maturité 3. En conclusion, je voudrais dire qu'il est nécessaire d'être en tout cas d'être conscient de l'importance de respecter les règles sur le plan juridique, social, mais aussi de respecter les politiques publiques en matière de santé et de créer un débat comme celui-là, bien sûr, qui puisse aider à une meilleure compréhension de la médecine personnalisée. Et au fur et à mesure que la science progresse, de nouvelles questions réglementaires vont également se poser. D'où la nécessité de corser la réflexion, de hisser la réflexion pour que l'on puisse avoir ce que l'on appelle une anticipation. Les régulateurs, les éthiciens doivent donc aller plus vite que les chercheurs. Sinon, ils risquent effectivement d'être exposés à des questions sur lesquelles ils n'auront pas de réponse. Dans ce cadre-là, on dit que sur la base aujourd'hui des lacunes que nous avons en matière de réglementation spécifique, il est important de se rappeler de certains textes qui ont existé et qui ont même anticipé sur cette problématique de médecine personnalisée. Je veux parler de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, mais aussi la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Conformément à la législation, il est aussi nécessaire de sensibiliser le public de s'engager sur ce que l'on appelle les questions réglementaires, de travailler sur des questions beaucoup plus spécifiques par rapport surtout à la génomique qui est en train de connaître des développements importants au niveau du monde, mais particulièrement au niveau du monde des sciences de la santé. Je vous remercie. Professeur Rokhaya,
Je vais prendre le relais en attendant. Excusez-moi. Oui. Donc, je disais merci beaucoup, Dr. Sarr, pour cette brillante présentation qui a bien recadré les points concernant la réglementation sur la médecine personnalisée. On sait qu'actuellement, comme vous l'avez dit, la recherche génomique est en train de prendre un essor au niveau des pays africains et qu'il est important que cette réglementation-là se fasse très vite avant que des débordements ne soient constatés. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment instructif. Et merci de nous avoir gratifiés de cette présentation. Avant de passer à la dernière session de questions-réponses, nous allons vous demander à tous les participants d'activer leur caméra pour qu'on puisse prendre une photo de famille. Samboko, tu peux arrêter le partage, s'il te plaît? Docteur Samboko. Voilà. Donc, au niveau de la régie, si tout est OK. Samboko, il faut mettre ta vidéo. Docteur Sarr, Docteur Samboko. Oui. Vous pouvez mettre votre vidéo, on ne vous voit pas pour la photo de famille. Bon, j'ai... Là, d'accord. Merci, c'est bon. Merci. C'est bon, merci. Donc, nous allons passer la parole au docteur Cissé, qui va procéder à la modération des questions-réponses. Le docteur Badara. Encore une fois, vous remercier tous nos deux conférenciers pour la qualité de leur présentation, mais surtout pour être restés dans le temps imparti. Donc, docteur Cissé, voilà, merci professeur. Donc, si vous avez des questions, nous allons prendre 2 ou 3 questions, 2 ou 3 intervenants, contributions ou questions. Si vous en avez, soit vous levez la main, ou alternativement, vous posez une question dans le chat. Et je n'ai pas vu de questions dans le chat box ni de contributions. Des appréciations, oui. Effectivement, c'était des 2 présentations de qualité. Donc, peut-être que... il y a le professeur, je pense, Malik Cissé, qui a levé la main. Voilà. Donc, vous avez la parole. Professeur Malik Cissé, à vous la parole. On ne vous entend pas, professeur. Vous n'avez pas ouvert votre micro. Micro. Votre micro est fermé, docteur. Micro. Les professeurs Issa Diallo et Zoubaïru qui ont levé la main. En attendant, peut-être on peut laisser la main au professeur Issa Diallo, en attendant que Malik puisse ouvrir son micro. Professeur Diallo? Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais particulièrement féliciter nos 2 présentateurs et vraiment dire que je suis très heureux
de voir que cette question complexe et une question de l'heure a été abordée pour ce qui est de la région africaine sur les deux aspects que je considère les plus préoccupants pour nous. Parce que de toute façon, ce sont des questions qui retournent toujours sur la complexité de la variabilité biologique. Parce que toute la pratique médicale fait face à ce défi, qui est un défi de l'histoire de la médecine. C'est que nous voulons travailler dans la généralisation et malheureusement, nous travaillons sur une matière qui est caractérisée par sa spécificité, par sa particularité. Et donc, la variabilité biologique fait que nos réponses, aussi bien thérapeutiques, prédictives ou de diagnostic, vont faire face à cette particularité de l'être humain. Donc, je pense qu'ici, ce que nous avons fait, et je parle sous le contrôle de notre ami Cissé, dans le domaine des statistiques pour arriver à des généralisations ou pour arriver même à la probabilité, à la vérité probabilistique, c'est la même chose que je pense qu'on va pouvoir faire ici également. On ne pourra pas le faire pour tout le monde, mais quand on aura déjà un bon groupe, on pourra extrapoler pour arriver encore là à des généralisations, aussi bien sur les prédictions. Je suis très heureux d'ailleurs que cette question soit abordée, parce que pour ce qui est de la médecine personnalité, l'un des aspects qui a été vraiment salué dès le début, c'était de faire des prédictions à partir des génomes. De dire que quand vous aurez 70 ans, vous aurez telle maladie et donc vous mettre dans des dispositions pour faire déjà la prévention. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on ait déjà en Afrique abordé cette question-là. Et je voulais féliciter simplement nos deux présentateurs et féliciter les organisateurs parce que vous l'avez abordé sur les deux aspects qui devraient être nos préoccupations, nous. Parce que de toute façon, comme on dit, on ne pourra pas l'arrêter. C'est un mouvement qui est né et qui va continuer et qui fait partie de la médecine moderne. Maintenant, nous regardons les aspects qui risqueraient d'être les aspects les plus dramatiques si on ne les prend pas en compte, notamment l'éthique et la régulation pour contrôler tous les aspects négatifs. Je crois que je voudrais seulement les saluer. Je n'ai pas de questions particulières à poser à ce stade-là. En tout cas, félicitations pour les organisateurs, félicitations pour les présentations et particulièrement pour vraiment notre professeur Anta qui a abordé tous les aspects de la problématique de l'éthique. Merci beaucoup. Merci, professeur. La parole à Zubairou. Zubairou? Oh, thank you Adama? very much. Yeah, go ahead. Yeah. Yes. Go ahead. Unfortunately, I joined towards the tail end of the first presenter, but I had Saab's presentation, and this topic is very important. It's a current and evolving issue. I come from the regulatory perspective since I chair the National Health Research Ethics Committee here in Nigeria. And in recent times, we've been receiving a lot of proposals related to personalized medicine, particularly genomics. And one will wonder if Africa is forgotten or neglected in this arena when we are so diverse and we are actually the source of the human race, whether people are happy with that or not. And so I think we really need to be helped, you know. We should not always be an afterthought, because researchers in the Western world always will want to work with and collaborate with our own indigenous scientists. So we need to be helped and helped quite early so that the regulatory framework will be strong and there wouldn't be complaints from participants of not understanding what the research is related to personalized medicine is about. So we are at different levels of evolution and knowledge and skills related to personalized medicine. I will therefore suggest, I know efforts are ongoing regarding helping African countries to develop their regulatory frameworks for this. But I think we should share, especially those of us that are on the faster lane.
Thank you very much and congratulations to the presenters. Thank you. Thank you so much, Doctor. I think you are absolutely right. And what we are trying to do in this project is to build the momentum for making a real change, changing the mentality, fostering the African scientists are working together instead of each team in Africa working with one or two teams in Europe or in the US. So we are trying to build the momentum. We are trying to build a team. And thanks to this Europe-Africa PERMET consortium, and they are doing a lot for the continent. And let's just be optimistic. I think the future can be bright if we keep the same momentum. Thank you. Adama Faye, Adama, ou bien... oui, bonjour Badara, comment ça va? Malik, on vous donne la parole après. Allô? Oui, bonjour Badara, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, prof. Oui, ça va, ça va. En tout cas, je me remercie de cette opportunité. Hein. Nous avons suivi de très belles présentations, donc qui nous ont vraiment permis de mieux comprendre donc, tous les enjeux qu'il y a derrière cette médecine personnalisée. Et peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura à l'appliquer dans nos pays? Parce que il me semble que ça va quand même nécessiter beaucoup d'efforts. C'est vrai que le docteur Sambakor a cité un grand nombre d'organisations et de dispositifs existants, mais je me dis que, bon, donc, peut-être il faudrait revoir toutes ces choses-là. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, il y aura beaucoup de données, il y aura beaucoup d'informations. Est-ce qu'il existe actuellement au Sénégal un dispositif qui protège, et même de contrôle, je ne parle pas de protection, mais de contrôle, pour savoir réellement ce que les gens font? Parce que le premier problème, c'est ça. Donc, il faut même être informé de ce que les gens font pour pouvoir protéger les populations. Parce que c'est des données qui sont là, qu'on est susceptible d'utiliser tout le temps. Donc, et c'est ce que j'aimerais savoir par rapport au comité d'éthique. Quel est le suivi le post-suivi, quoi. Parce que généralement, vous accordez beaucoup d'autorisation. Donc, et c'est une thématique qui est extrêmement sensible. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le suivi? Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et aussi, est-ce qu'il y a une structure qui organise tout cela? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font à gauche et à droite, donc il faudrait qu'il y ait une plus grande visibilité sur ce que font même les laboratoires, les instituts de recherche. Ça, je pense que ça va être un enjeu extrêmement important, sinon il n'y aura pas de contrôle et je pense qu'on va se trouver des dérives où les populations vont donner des informations qui seront utilisées ultérieurement sans pour autant qu'on puisse avoir un contrôle de tout cela. C'est vrai que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant parce qu'on aura en fait une prise en charge beaucoup plus adaptée, mais aussi on aura accès aussi à des informations beaucoup plus personnalisées sur les gens. Donc, je pense que voici deux éléments qui, à mon avis, sont extrêmement importants. Il y a aussi un travail qu'il faudra faire au niveau des instituts. C'est pourquoi je pense que votre projet est extrêmement important. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez vulgarisé. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler aujourd'hui. Hein, et bon, je sais que quand même, je m'active dans le cadre de la recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour qu'on puisse, pour que vous puissiez mieux impliquer d'autres acteurs dans ce consortium, qu'au niveau national, qu'on puisse avoir ce genre de plateforme où on va inviter encore d'autres chercheurs et même les jeunes chercheurs, parce qu'aussi, il faudra investir sur la jeunesse. Parce que bon, je me dis qu'il y a nous, les vieux chercheurs, peut-être sera difficile de changer nos pratiques, mais je pense qu'il faudra aller vraiment travailler vers les plus jeunes, les jeunes chercheurs, les étudiants, donc, parce que comme c'est une perspective d'avenir, il faudra essayer de toucher un plus grand nombre de personnes. Pour dire finalement que je suis vraiment très, très ravi et très, très intéressé par tout ce qui a été dit. Et donc, j'attends un peu la suite de tout ce qui va se faire, en sachant que c'est un chantier qui est extrêmement vaste et donc qui va nécessiter la mise en place de dispositifs très, très rigoureux et surtout d'un contrôle pour pouvoir vraiment s'assurer que tout va se passer dans les normes. Je vous remercie encore.
Merci, Adama. Merci pour la question et en fait 2 questions. Je répondrai à la seconde et laisserai Sambakor avec la première. Donc, en termes de vulgarisation… Badara, il y a le monsieur Malik Sissé qui avait demandé la parole. Il avait fermé son micro. Voilà. Oui, Malik, et puis après, on répondra aux interrogations de Adama. Alors, Malik, à vous. Allô, Badara? Oui, Malik, à vous. Le micro est ouvert? Oui, on vous entend très bien, Malik. OK, donc je voudrais dire que moi, je m'appelle Malik Sissé. Je suis juriste de formation, spécialité droit de la santé et de la consommation. Et je suis ancien conseiller juridique au ministère de la Santé du Sénégal, ancien inspecteur des affaires administratives et financières au même ministère. Et je suis membre fondateur du CNRS. Et je suis actuellement membre du comité d'éthique RSF. Alors, moi, je dois dire que je suis entré par effraction à ce débat, hein, parce que en tant que membre du comité RSF, j'ai reçu l'information. Et j'ai vu les éminents professeurs intervenants, professeur Diallo, professeur Talja et Samba Korsar. Je me suis dit que ça doit être un débat assez intéressant. C'est pourquoi je suis entré par effraction à ce débat. Mais à proprement parler, je n'ai pas de questions spécifiques à poser. Je me suis dit simplement que c'était un intérêt, en tout cas pour moi, de prendre part à cette réunion pour mieux comprendre ce qu'on appelle la médecine personnalisée et surtout un peu les questions de régulation. Vous savez que de par ma formation, j'ai beaucoup travaillé sur le droit à la santé, mais également sur la protection des droits de l'homme à travers, donc dans le domaine notamment de la recherche, à travers Nuremberg, Helsinki, le Pacte international des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, mais également à tout le dispositif national au Sénégal, le comité d'éthique et les différents textes généraux qui régissent donc la recherche. C'est à ce titre que je me suis intéressé à ce débat pour mieux comprendre. C'est vrai que Sambakor a parlé un peu de l'absence ou de l'insuffisance de la réglementation spécifique à cette question. Mais je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. À partir du moment où nous savons que c'est une technique, en tout cas une méthode assez intéressante pour nos populations, nous pouvons y aller comme on l'a d'habitude fait. Vous savez que toutes les questions donc, sont régies dans notre code ne l'ont pas été toujours. Nous avons essayé de travailler en mettant en place des systèmes, des mécanismes pour préserver les droits des hommes, mais également pour faire avancer la science et la médecine de manière spécifique. Vous savez que les sciences juridiques évoluent très lentement par rapport à la médecine. Donc, on ne peut pas mettre des barrières a priori pour bloquer la recherche. C'est justement l'existence, l'importance des comités d'éthique qui permettent d'encadrer un peu la recherche, mais également de préserver les intérêts, en tout cas des citoyens, des personnes qui s'adonnent, qui sont sujets de recherche. Donc, je pense qu'on peut procéder par là et peut-être de manière lentement avec les textes existants ailleurs et peut-être notre dispositif, on pourra, mutatis mutandis, mettre en place une réglementation appropriée. Mais je dois dire simplement que c'est un processus, mais il faut s'y lancer. Alors, je voulais poser une question simplement saugrenue. Bon, j'ai appris dans la littérature quelque part que quand on fait diagnostic, quand on propose une thérapie et des médicaments à un patient, on a dit souvent que le patient, selon qu'il est noir ou en tout cas blanc, n'a pas la même réaction. Et le traitement ne peut pas avoir les mêmes effets. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est fondé ou non, mais simplement un peu pour taquiner que je pose cette question. Je vous remercie, Dr Sissé. Merci, Malik. On prend encore une seule question avant d'organiser les réponses, parce que là, nous sommes quand même presque une vingtaine de minutes
Nous avons dépassé l'heure d'une vingtaine de minutes. Un dernier intervenant avant les réponses. Si vous me permettez, Dr. Cissé, j'aimerais bien poser une question. Oui, allez-y. Oui. Donc, Dr. Samba Korsar, oui, je voulais juste revenir un peu sur la réglementation concernant les données génétiques et les tests génétiques. Donc, est-ce qu'actuellement, au niveau du ministère de la Santé, il existe des ébauches d'une loi sur l'utilisation de ces données génétiques? Parce que je pense que dans la plupart des pays, en tout cas en Occident, ont une loi qui réglemente l'utilisation de ces données, tant dans le cadre de la médecine personnalisée que, par exemple, dans le diagnostic génétique, comme par exemple tout ce qui est empreinte génétique ou bien diagnostic anténatal. Donc, j'aimerais savoir s'il existe au Sénégal une loi ou une ébauche de loi concernant cette utilisation. Merci. Je pense que Samba Kor, on va te laisser la parole et peut-être en répondant à la question du professeur Rokhaya, répondre aussi, nous dire aussi s'il y a des procédures de contrôle et de suivi des labos qui travaillent sur la génétique. Est-ce que, et même tous les projets où un volet génétique est réel, qu'est-ce qui est proposé comme contrôle ou comme surveillance, si tant est ces contrôles et surveillances existent? À vous, Dr. Sarr. Merci beaucoup, Dr. Cissé. Je remercie également ceux qui ont posé des questions. Par rapport à la surveillance, aujourd'hui, nous avons la direction de la pharmacie qui a été érigée en agence. Il faut reconnaître que si on a érigé en agence, c'est parce qu'il y avait des exigences qui n'étaient pas remplies par notre pays pour justement continuer à bénéficier de certains investissements, surtout dans le cadre de la production vaccinale. Le minimum de niveau de maturité pour un pays, pour qu'il puisse avoir l'autorisation de produire des vaccins, c'est le niveau de maturité 3. Et le Sénégal est toujours, lors de la dernière évaluation, on est encore au niveau de maturité 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction essai clinique, parce que l'agence devrait faire exécuter 7 fonctions. Sur les 7 fonctions, l'agence était à 4 fonctions. Il lui restait 3 fonctions pour pouvoir atteindre le niveau de maturité 3, comme le Ghana. L'une des fonctions qui n'était pas activée, c'était la fonction suivi et inspection des essais cliniques, le contrôle des plateaux d'essais cliniques. L'organe qui faisait ce travail-là, c'était uniquement le comité d'éthique, et le comité d'éthique se limitait au suivi. Le comité d'éthique n'a pas une fonction d'inspection. C'est l'agence qui devrait faire l'inspection. Malheureusement, l'agence n'avait pas activé la fonction essai clinique. Par rapport au laboratoire, l'agence également a aujourd'hui l'une des fonctions qui lui permettent d'aller vérifier l'homologation des différentes procédures au niveau des plateaux de labo. Cette fonction également n'était pas activée. Il y avait une direction, certes, des laboratoires, mais son rôle se limitait uniquement au renforcement des capacités, au suivi, mais il n'y avait pas de procédure qui permettait de prendre des sanctions en lien avec des activités qui sont menées au niveau de ces laboratoires. Aujourd'hui, toutes ces fonctions-là sont unies à travers le décret mettant en place l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. C'était donc vraiment un gap qui vient d'être comblé. Et il y a une loi actuellement, la loi pharmaceutique qui est en cours
et qui va prendre en compte tous ces aspects qui sont liés à l'inspection et au contrôle de tout ce qui est lié à l'utilisation du matériel biologique. Mais pour ce qui concerne les données génétiques, il y a effectivement une loi. La loi sur la protection des données personnelles intègre les données génétiques. Au niveau de la loi sur la protection des données personnelles, il y a les données génétiques. Mais sur le plan des décrets d'application, on n'a pas véritablement mis en place toutes les procédures qui permettent d'aller jusqu'à ce niveau de contrôle et de suivi de l'utilisation, de la manipulation, du stockage des données génétiques. Ça également, comme on l'a dit dans la communication, c'est une insuffisance qu'il va falloir rapidement combler. C'est pourquoi j'ai parlé de textes spécifiques. Mais en termes de textes génériques, nous avons suffisamment de textes qui nous permettent d'intervenir. Il y a la loi sur la protection des données personnelles, il y a la loi sur la cryptologie, il y a la loi sur les transactions électroniques et il y a également la loi sur la cybercriminalité. Toutes ces lois-là, si on les exploite, nous pouvons effectivement agir. Mais il est important d'avoir une loi spécifique ou un texte spécifique qui permettent de gérer de façon beaucoup plus efficace l'utilisation des données génétiques. Merci beaucoup. Merci Samba. Merci beaucoup. Je pense que cette question a été bien adressée. En ce qui concerne la vulgarisation, je pense que Badara, tu permets que je... Après, vous voulez peut-être compléter. En créant un site web, Twitter, en multipliant les vidéos. Badara, il y a professeur Anta qui voudrait intervenir. Oui, pour Anta, compléter, oui. Voilà, juste après, vous pourrez compléter, hein, si vous voulez. Donc, c'est juste pour répondre à quelques interrogations. Donc, il y a la contribution du professeur Issa Diallo. Il a tout à fait raison. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Il y a cette variabilité biologique qui fait qu'on raisonne toujours en termes de risque. Et le risque, c'est une probabilité. Ça peut survenir, ça peut ne pas survenir. Mais ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. On ne peut pas arrêter l'évolution de cette médecine vers la médecine personnalisée. Le professeur Adama Faye s'interroge sur l'applicabilité dans nos pays, mais il suffit de mettre en place les conditions. Et je pense que les conditions, c'est à nous de les mettre en place, avec également encadré par tous ces textes dont vous parlez. Mais c'est fort possible, c'est tout à fait possible. Et il faut saluer ici l'implication déjà de l'équipe du professeur Rokhaya Ndiaye Diallo avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, représentée par le professeur Anina Sissé, qui sont déjà sur la bonne voie. Donc, il est vrai qu'il faut avoir cette approche sous-régionale qui a été soulignée par Soubayrou. Et cette approche régionale, elle est un peu introduite par ce consortium, Union européenne et Afrique pour la médecine personnalisée. Il y a une autre interrogation du professeur Adama Faye en ce qui concerne même la formation, l'éducation. Ça aussi, nous l'avons souligné. Il va falloir changer le curriculum de formation des personnels de santé, en particulier les médecins, et étoffer un peu plus la génétique. Étoffer plus la génétique. Il va falloir également faire une éducation des populations. Le docteur Samba Korsa a beaucoup insisté sur ça. Il faut les informer et les éduquer. Et qu'il n'ait pas cette crainte sur la médecine personnalisée qui repose sur les omics, comme il l'a dit. Et en dehors de ça aussi, il faut contrôler et surveiller. Donc, nous avons vu toutes les dérives qui ont résulté en Europe, dans les pays qui sont plus avancés que nous. Hein, les bébés un peu sur commande. Hein, on choisit le sexe, on choisit la couleur des cheveux, on choisit la couleur des yeux, etc. Ça peut conduire vers l'eugénisme. Donc, il va falloir contrôler et surveiller. Donc, mettre en place des organismes de surveillance, tels que ça a été décrit, et des organismes de contrôle, aussi bien du côté de la loi, mais également du côté scientifique. Donc, c'est fort possible d'être appliqué dans nos pays. Le professeur Adama Faye aussi s'interroge sur le suivi
des protocoles de recherche que nous recevons. Donc, ça a été un peu brossé par le docteur Samba Korsa. Ensuite, les protocoles de recherche sont suivis. Hein? Donc, vous savez que quand ça excède le temps, disons, de validité de notre autorisation, on est soumis à un rapport et ce rapport également nous permet de suivre. Est-ce que le protocole a été fait tel qu'il a été déposé au niveau du comité ou pas? Et pour les recherches cliniques également, quand des effets indésirables nous sont signalés, ou bien même quand on a des interrogations sur le suivi de cet examen clinique, nous faisons un suivi sur le terrain. Donc, il y a bien un suivi, disons, en cours et même à la fin de la recherche, puisque le chercheur est obligé de donner un dossier à la fin de sa recherche, un rapport. Donc, voilà quelques interrogations sur lesquelles j'aimerais un peu... Il y a le docteur Malick Cissé qui s'interroge. Donc, la génomique a tout à fait démontré, hein, le docteur Rokhaya Ndiaye peut-être va nous donner plus d'informations sur cela. Il n'y a pas de différence selon les races. Les différences sont liées aux différences génétiques. Mais qu'on soit blanc ou noir ou jaune, il n'y a pas de différence. Et si vous avez bien suivi, on fait très attention à ce que cette médecine personnalisée n'accentue pas, hein, ces données qui sont fondées sur la race et qui mènent tout droit au racisme. Voilà ce que je voulais apporter comme supplément d'information par rapport aux contributions et aux questions. Merci. Merci, professeur. Professeur Rokhaya, peut-être quelque chose à ajouter? Oui, donc juste pour aborder dans le même sens, hein, que le professeur Anta, la question qui a été soulevée par le docteur, pour dire que du point de vue génétique, toutes les races sont identiques, on peut dire. Quant à la fonctionnalité, peut-être les variabilités génétiques qui vont être observées, ce sont des variabilités qui sont spécifiques de population. En Afrique, des études du génome africain ont montré qu'il y avait une spécificité du génome africain qui n'était pas retrouvée, par exemple, chez les Caucasiens ou chez les Asiatiques. Et ces spécificités-là peuvent être liées à la médecine personnalisée. En particulier dans le cadre de la pharmacogénomique, quand il y a un médicament qui est disponible, la réaction qu'aura un Caucasien peut être différente de la réaction qu'aura un Africain. D'où l'intérêt de mettre en place cette médecine personnalisée pour qu'à chaque population, on puisse lui donner le médicament, le bon médicament qu'il lui faut. Revenir également sur la réglementation. Je pense que, comme l'a dit le docteur Samba tout à l'heure, il y a, disons, des organes qui ont été mis en place pour que cette réglementation puisse se faire, pour que dès à présent, on puisse encadrer ce concept de médecine personnalisée. Mais je pense qu'il serait quand même important d'avoir un comité de suivi peut-être au niveau du ministère ou bien au niveau du comité d'éthique nationale qui va réfléchir davantage sur ces enjeux éthiques, sur la réglementation pour pouvoir préparer le terrain. Parce que la médecine génomique, la médecine personnalisée, c'est pour bientôt, c'est pour d'ici moins d'une dizaine d'années. Et donc, il faudrait que la base soit présente pour qu'on puisse l'implémenter. Outre la réglementation et l'éthique, la mise en place du point de vue technique. Là aussi, je pense qu'il y a, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Anta, il y a une étude qui est actuellement en cours, qui est parrainée par l'Académie nationale des sciences et techniques, qui s'appelle le projet SENGENOM, dont l'objectif est d'étudier la diversité génétique des populations. Donc, pour pouvoir connaître ce qui caractérise la population sénégalaise et préparer la médecine génomique, la médecine personnalisée. Parce que sans cette caractérisation génétique, ça va être difficile de mettre en place cette médecine personnalisée. Et donc, ce projet-là va
établir un génome de référence qui est spécifique de la population sénégalaise et va ouvrir la voie à d'autres projets de médecine génomique et dans toutes les spécialités médicales où une application pourrait être d'intérêt pour nos populations. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité et c'est sûr que les pays africains, dans le cadre de ce consortium Union européenne-Afrique, va permettre donc de rassembler tous les chercheurs qui interviennent dans ce domaine-là, tant au niveau éthique qu'au niveau opérationnel, pour que des avancées puissent être notées très rapidement. Et je voudrais, à cette occasion, remercier le docteur Cissé de m'avoir coopté dans ce consortium, parce que je n'y étais pas au départ, et que nous allons en tout cas faire de notre mieux pour que cette médecine-là puisse voir le jour au Sénégal, parce qu'il est bien possible de la mettre en place. Merci, docteur Cissé. Merci à vous, Rokhaya, et merci pour tes contributions et ton assiduité à nos réunions. Alors, donc, je pense qu'il ne reste plus que la question sur la vulgarisation de ce projet. Rassurez-vous, ce projet sera de mieux en mieux connu. Il y a le site web que je vous ai donné et que je redonne. Visitez le site web, s'il vous plaît. Vous verrez beaucoup de vidéos sur ce projet. Nous préparons une réunion la semaine prochaine avec les doyens d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et les doyens de chaque pays contacteront les chefs de service, le monde académique. Nous essayons de faire tout ce qui est possible pour construire un momentum, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, le concept de médecine personnalisée est encore très mal connu en Afrique. Et si nous ne nous levons pas, le gap entre l'Afrique et les pays développés ne fera que grandir et grandir. Donc, vous en saurez beaucoup plus bientôt, mais visitez le site encore une fois. Vous aurez beaucoup d'informations, vous verrez beaucoup de vidéos, et tous ceux qui veulent être invités à une réunion de réflexion jeudi prochain, Zoom, autour du professeur Debré de l'Académie des sciences de la France, avec Rokhaya, etc. Nous enverrons quelques invitations, mais si vous voulez être invité, contactez-nous et nous divulguerons, nous serons vraiment ravis de vous avoir à cette réunion. Donc, sur ce, essayons de construire ce momentum, parce que l'objectif, c'est dans 2 ans, avoir un grand consortium sur la médecine personnalisée en Afrique, où il ne s'agira pas de cloner ce qui se fait en Europe ou ailleurs dans les pays développés ou aux États-Unis, mais voir qu'est-ce qui est possible sur la médecine personnalisée et qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce dont on a besoin pour et construire une collaboration sud-sud gagnant-gagnant. Voilà, professeur Rokhaya, je vous laisse clôturer, mais en ce qui me concerne, en tout cas, je tiens à souhaiter à toutes et à tous l'humeur de Noël, comme disent les Anglais, Christmas mood, on y est déjà. Vous souhaitez un bon break et de bonnes retrouvailles en famille. À vous, Rokhaya. Merci beaucoup, Dr. Cissé. Moi aussi, je terminerai par remercier nos 2 conférenciers qui nous ont gratifié de très belles présentations, très riches et très instructives, et qui ont permis de mettre sur la table des questions concernant l'implémentation de la médecine personnalisée dans notre contexte africain. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de la réglementation, mais qu'il reste encore peut-être des points à éclaircir et des actions à mener pour que cette médecine du futur puisse être une réalité bientôt dans nos pays. Remercier tout l'auditoire qui était présent. Et vous souhaitez, comme le docteur Cissé l'a fait tout à l'heure, donc vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année et vous dire à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Et remerciements aussi aux interprètes et à notre informaticien et le jeune Ibrahim Sowa. Les deux interprètes, Moussa Diouf et Babou Sissé. Merci à vous. Merci tout le monde. Tout à fait. Parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Thank you and bye-bye. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.